Est-ce que The Home Depot est une entreprise intéressante à détenir en portefeuille? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit qu'il y a un premier point haut qui a été atteint en 2021. Ensuite, ça s'est un peu rétracté. On a dépassé ce point haut et on a à nouveau un peu rebaissé. Là, bon, on est sur un niveau plutôt médian. Il n'y a plus une forte croissance comme ce qu'on a pu voir de 2015 à 2021, hors trou d'air. Donc, on est peut-être sur un rythme de croisière un peu moins flambant sur Home Depot. On va regarder ce qui se passe du côté du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur 6,5%, donc croissance respectable. 7,3 sur les 12 derniers mois à mai 2025. Attention que sur 2023-2024, on a eu quand même une phase de décroissance. Donc, quand même une décélération raisonnable. Et ici, ce qu'il faut noter, c'est que la croissance qu'on voit ici, c'est surtout qu'on observe sur février 2025 et mai 2025, c'est de la croissance externe. Il y a des acquisitions. De 2024 à 2025, on a fait pas mal d'acquisitions. On a fait presque 80 millions. 70 millions, on a fait d'acquisitions. 70 milliards, pardon, d'acquisitions. Donc, voilà, croissance quand même plutôt externe qu'organique. J'ai l'impression que c'est plutôt un business qui est quand même mature. On regarde les taux de marge. Ça évolue pas dans le sens qu'on aimerait. Donc, sur la très longue route, si on regarde sur 20 ans, les taux de marge ont augmenté. Sauf que cette augmentation des taux de marge, elle a cessé à partir de 2021, on va dire. Donc, et ça, c'est moins bien. Ça veut dire que potentiellement, on perd des parts de marché. Ça veut dire qu'il y a un concurrent qui a plus de pricing power que nous. Ça veut dire que nos coûts ont augmenté, alors que normalement, ils doivent baisser quand on gagne des parts de marché, quand on descend un compte d'expérience. Donc, Home Depot, attention sur les marges, ça reste raisonnable, mais taux de marge net, il est redescendu au niveau de 2018. On repasse à 8,9%. Bon, ça reste raisonnable, mais c'est pas incroyable. La trajectoire n'est pas encourageante ici. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est ici, hop, c'est exactement la même chose. Superbe conversion des bénéfices nets en free cash flow. Est-ce qu'on est BFR négatif sur Home Depot? Non, on est BFR positif, malheureusement. Donc, on doit injecter du cash pour financer la croissance, pour financer l'activité. Est-ce que ça peut s'améliorer? Non, ça se dégrade sur 10 ans. Donc, on accumule des variations défavorables du BFR, des variations positives du BFR. Donc, ça, c'est pas top. Pas tip top. Ensuite, dépréciation, amortissement, other non-cash items. Donc, voilà. On a la même chose en termes de dépréciation, amortissement par rapport au CAPEX. Donc, on maintient l'appareil productif sans le développer, outre mesure, en revanche. Et par contre, il y a du non-cash qui est exceptionnel. Il y en a pour 18 milliards sur 10 ans. Donc, là, il faut aller voir de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie. Normalement, ça doit booster les free cash flow, mais donc il manque peut-être quelque chose pour expliquer complètement la différence. En tout cas, s'il n'y a pas de dette, on peut utiliser le free cash flow, on peut utiliser le bénéfice net, c'est la même chose. S'il y a de la dette, moi j'utiliserais plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. On regarde ensuite la rentabilité opérationnelle. Donc le rendement des capitaux investis, hop, il chute un peu quand même. On était sur 35,7 en médiane sur 10 ans, ce qui est très très bon. On ne cesse d'empiler en fait les baisses de rentabilité depuis quelques trimestres. On a eu un léger rebond sur le premier trimestre 2025 là, mais pas top. On a 24,2 maintenant, c'est un niveau qui est très élevé, c'est très bon, c'est au-delà de la croissance organique, donc ça permet de s'autofinancer, faire des acquisitions, et on voit qu'ils en font des acquisitions, et rémunérer actionnaires. Toutefois ça baisse un petit peu, enfin ça semble se stabiliser sur 2 trimestres là, donc à suivre. On regarde l'endettement. Ouais, donc là l'endettement il pique un peu. Alors hop, d'où ça vient? Ça vient de là, donc on fait des acquisitions, du coup la dette elle monte, et cette dette elle est à 2 fois et demi, un peu moins, l'EBITDA, donc c'est pas trop élevé, c'est raisonnable. Surtout que ça baisse un petit peu sur quelques trimestres, donc on rembourse la dette quand même. Donc je pense qu'ils vont être raisonnables et vont attendre d'avoir fait baisser la dette avant de racheter, de faire d'autres acquisitions. Au niveau du free cash flow, c'est 4 fois, c'est raisonnable. Donc la dette, c'est soutenable, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Elle est un peu élevée quand même, mais c'est encourageant cette trajectoire de baisse. Hop, on regarde la rémunération d'actionnaire. Hop, et ici, on est sur 15,2 milliards de free cash flow, 9 milliards de dividendes. C'est quand même un peu élevé par rapport au free cash flow. On est à 60%, 65% des dividendes par rapport au free cash flow. Donc, ce qu'on voit, c'est que les dividendes sont en constante augmentation, mais les free cash flow, ils ont arrêté de monter depuis avril 2024, malheureusement. Donc, ça ne peut pas durer éternellement cet écart. Il faut que soit les free cash flow remontent,
soit le dividende il va se mettre à stagner ou augmenter de moins en moins vite, hein. En plus, l'entreprise rajoute des rachats d'actions. Donc voilà, il y a quand même, une bonne part des free cash flow qui passe en dividendes et en rachat d'actions, hein. Et d'ailleurs les rachats d'actions, si on zoome, ils sont en net ralentissement. Il n'y en a plus d'ailleurs depuis 2024. Donc compliqué sur ce plan-là. Maintenant il n'y a plus que les dividendes. Ça vous donne quand même 2,4 % de rendement d'actionnaire, ce qui est convenable, mais faible, hein. C'est faible en réalité par rapport à la maturité de l'entreprise. Ça, ce genre d'entreprise, donc c'est du bricolage, hein, c'est des magasins de bricolage. On veut ça minimum 3,5 % de dividendes. Parce qu'aux États-Unis, vous achetez une obligation à 10 ans, vous touchez vous achetez une obligation à 1 an, vous touchez du 4 %. Pourquoi aller sur une action qui vous verse que du 2,4 %? Pour la croissance future des bénéfices? Oui, d'accord, sauf qu'il y en a plus forcément beaucoup sur cette entreprise, hein, qui est quand même très mature. Donc il faudrait que la rémunération de l'actionnaire monte un petit peu. Et ça peut pas monter avec plus de dépenses en dividendes et en rachat d'actions, parce qu'on est déjà limite sur les free cash flow. Donc en fait, c'est qu'avec une baisse du cours qu'on peut avoir un meilleur rendement sur The Home Depot. La valorisation en VE sur EBITDA, on est surcoté par rapport à la médiane 10 ans qui est à 13,8. Donc il y a à peu près 10% de surcote. Pas de marge de sécurité à ce niveau. 15, c'est cher, hein, quand même pour une entreprise qui est mature et qui n'a pas beaucoup de croissance. Conclusion du dossier. J'ai du mal à trouver de l'attrait à ce niveau-là, à Home Depot, parce que la rémunération de l'actionnaire n'est pas satisfaisante à ce niveau. Il n'y a pas beaucoup de perspectives de croissance. La dette est un peu élevée et raisonnable, mais vous n'avez pas de décote, vous n'avez pas de marge de sécurité à ce niveau-là. Donc il faudra attendre que ça baisse. Idéalement, quand ça baisse, si ça baisse à 250 $, peut-être, pourquoi pas, hein. Mais là, pour l'instant, c'est pas attractif à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.